Bon bah bonjour Théo Robache, bienvenue dans de magnifiques locaux. Merci. On est très content de t'accueillir. Merci de me recevoir, très content d'être là. Aujourd'hui on va parler parcours différenciants et parcours originaux. Et donc on a pensé que tu étais la personne adaptée pour parler de ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Ouais, je vais me présenter, donc Théo, 32 ans, j'ai fait l'IESEG pour le coup, je suis rentré en 2010, donc c'était il y a 15 ans déjà, sorti en 2016. Et aujourd'hui, je suis animateur radio, animateur de table ronde, de conférences, d'événements, animateur de podcast. Et j'ai moi-même créé un podcast il y a 5 ans qui s'appelle Le Pompon. Et voilà, je pourrais continuer longtemps, mais j'avais déjà juste à dire ça, puis après je te laisserai aller creuser là où tu vas aller creuser. Je vais rebondir un petit peu du coup sur IESEG. IESEG, c'est donc une grande école de commerce. Pourquoi du coup cette école-là pour finir du coup en journalisme média? Est-ce que peut-être que tu avais une idée de ton parcours? Pas du tout au début? Pas vraiment, non. J'ai fait l'IESEG. C'est pas vraiment moi qui ai choisi, enfin plus ou moins c'est pour être tout à fait honnête, c'est mon ex de l'époque qui m'avait poussé à passer les concours. C'était quoi? C'était pas Sésame, mais c'était l'autre, je sais plus. Access, ouais. Access, merci. Concours Access, donc celle qui m'avait poussé à les faire. Et puis au final, comme je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais j'aimais bien le côté international, je me suis dit tiens, allons faire l'IESEG, ça a l'air pas mal. J'ai pas été déçu. Et moi, le début de mon parcours, c'est plutôt de la pâtisserie haut de gamme. Donc, j'ai bossé chez La Durée à New York. J'ai bossé avec des chefs étoilés. J'ai bossé avec des meilleurs wokés de France. Donc, plutôt en communication événementielle. Et après, en fait, le podcast est arrivé. Et donc, l'animation est arrivée dans ma vie un peu par hasard. Vraiment, parce que j'aimais poser des questions aux gens et on m'a poussé à le faire aussi. Puis, j'ai juste appris à me connaître et donc à savoir ce que j'aimais faire. Et ce que j'aimais, c'était aller poser des questions aux gens, être curieux et voilà, j'ai créé un podcast et petit à petit tout s'est mis en place. Ok. Et parce que du coup, que ça soit pour la pâtisserie ou pour les podcasts, est-ce que ça t'a servi le diplôme de IESEG? Je sais pas ce que je vais répondre là, mais si, j'ai envie de dire oui. Forcément, ça sert. Après, effectivement, j'ai pas un parcours comme des potes peuvent l'avoir où tu commences par. Moi, j'ai pas fait de grosse boîte. Mon premier taf, j'ai démissionné au bout de 2 mois. Mon deuxième, j'ai demandé une rupture conventionnelle au bout de 2 mois. Donc, j'étais pas trop fait pour le système très très carré, très cadré. Donc, j'ai pas fait finance, j'ai pas fait audit. Enfin voilà, pas un chemin que beaucoup prennent. Donc l'IESEG m'a servi, ce qui est sûr c'est que ça m'a servi dans l'ouverture d'esprit, parce que le fait, moi j'ai fait un stage, dans les stages que j'ai fait à l'étranger, je suis allé à Barcelone, à New York et en Inde, donc forcément ça t'ouvre un peu l'esprit, ça te fait rencontrer plein de cultures différentes, plein d'univers différents, ça t'apprend une certaine manière de travailler aussi. Donc si j'ai commencé à entreprendre, et donc ça va faire 8 ans que je suis entrepreneur, si j'ai commencé à entreprendre, c'est aussi parce que ici, j'ai certainement appris des clés de connaissance de fonctionnement d'entreprise de manière globale, quoi. J'ai pas la réponse. Et donc, c'était, selon toi, une bonne chose quand même de faire une école de... Ouais, carrément. Quand tu sais pas forcément ce que tu veux faire, ça t'ouvre quand même pas mal d'opportunités. Et puis, t'as plein de cours différents, des cours aussi pour apprendre à te connaître. Enfin, je parlais de théâtre tout à l'heure avant qu'on commence. Mais voilà, j'ai fait des cours de théâtre, donc c'était du développement personnel. Et ça t'aide aussi, à te connaître. Après... ce côté interculturel quand même, ouverture vers le monde et donc ouverture d'esprit, forcément ça sert. Donc si, je suis content d'avoir fait. Ouais, surtout dans le cadre d'un métier où tu es amené à rencontrer plein de gens. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. Et donc c'est un peu des métiers passion, que ce soit du coup la pâtisserie, les podcasts, etc. Ouais. Et en fait, on a pas mal de pression sociale, notamment en France. Que ça soit des amis, de la famille, etc. Même, tu disais, les amis qui font les grandes écoles et qui font les masters finance, audit, un petit peu classique. Quand tu vois ça, est-ce que c'est pas compliqué de bifurquer dans cette voie? Alors, aujourd'hui, absolument pas. Je le vis très très bien. Oui. Sur le moment, si, pendant longtemps, moi, je me suis dit, je trouvais pas mon savoir-faire. Tu vois, je voyais très bien ceux qui étaient en finance, ils ont un savoir-faire, un savoir gérer des logiciels, des fichiers Excel, que sais-je, j'y connais pas grand-chose, j'avouerais. Et donc, ils ont un savoir-faire qui était palpable pour moi. Et en fait, la difficulté, c'est que j'ai mis longtemps à comprendre que mon savoir-être était mon savoir-faire. Et ça met du temps avant de venir.
C'est pour ça que j'ai tâté plusieurs métiers différents. Je suis devenu pilote de drone. C'était ma première manière d'entreprendre. J'ai été pilote de drone pendant 3 ans à peu près, à faire des photos et des vidéos par drone avec un ancien pote que j'ai rencontré à l'IESEC pour le coup en première année. On a monté une boîte à 2 et donc si au début, quand tu vois que tout le monde prend une voie très tracée, avec des salaires qui sont sympas, dans des boîtes, dans des... Si, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis à côté de la plaque? Et en fait, non, c'était très bien ce que je faisais et juste différent, quoi. Juste pas classique. Mais bon, c'est bien aussi, c'est même très bien de pas être classique. Ouais. Et t'as été soutenu à ce moment-là? C'était facile? Ouais, après, moi j'en parle souvent dans les interviews que j'ai pu faire. Moi j'ai fait 3 ans de thérapie pour apprendre à me connaître, pour savoir qui j'étais, ce que j'aimais, quels étaient mes besoins et tout. Tout le monde devrait un peu faire de thérapie, je pense, même quand ça va bien. Et donc soutenu, après les potes, oui et non. Moi il y a toujours eu ce décalage quand même. J'ai toujours aimé les choses un peu artistiques, enfin même en étant plus jeune, le théâtre, la musique. C'est toujours quelque chose qui m'a parlé. Donc c'est vrai que quand tu arrives dans une école de management international, ces choses-là peuvent parfois dénoter un petit peu. En tout cas avec les personnes qui étaient là, parfois, mais il y en a plein qui sont très bons potes et c'était très bien sur le moment. Mais après c'était plus moi, effectivement, comme tu parlais de pression sociale tout à l'heure, où tu te dis, en fait, je prends pas une voie classique, est-ce que j'ai raison ou pas? Évidemment que oui. Voilà. Mais sur le moment, tu te poses quand même pas mal de questions. Sur le moment, c'est compliqué parce que c'est vrai que dans ces écoles, c'est pas des gens qui savent forcément dans quelle voie ils veulent partir, mais c'est des gens qui ont un certain environnement. Et quand tu arrives dans n'importe quelle école, d'ailleurs, t'es dans un environnement. C'est une école artistique, c'est des artistes qui pensent pas forcément à l'économie, vice-versa. Ouais. Et quand tu arrives ici, tu te sens à ta place. En fait, je sais pas ce que je veux faire, donc oui, ça va. Je suis paumé quand j'arrive ici. J'ai compris ce que je voulais faire et ce pourquoi j'étais fait. J'ai compris ça à... j'ai quel âge là? 32, j'ai dit. Vers 27-28 ans. Ah ouais. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que je voulais faire. Donc à l'IESEG, oui, j'étais à ma place et en même temps, je me laissais... quand tu sais pas exactement où tu veux aller, tu te laisses aussi porter par le flot. Et du coup, comment tu fais pour savoir ce que tu veux faire? J'ai fait de la thérapie. Non, j'ai fait beaucoup de test and learn, c'est-à-dire que j'ai testé. Moi, après, depuis que je suis entrepreneur, je fais énormément de test and learn, mais j'étais très intéressé par la pâtisserie, j'étais très gourmand et par la pâtisserie chocolaterie, donc je me suis dit, je vais aller bosser là-dedans. C'est pour ça que je suis allé chez La Durée à New York. J'ai fait mon stage là-bas de césure. Après, mon premier emploi, c'était à l'Éclair de Génie chez Christophe Adam à Paris, et pour essayer de mêler ce que j'aimais, donc ma passion, la food, la pâtisserie, avec ce que j'ai appris ici. Donc après, l'idée, c'était d'aller développer potentiellement des boutiques à l'étranger, de faire de la logistique ou de faire du développement international. Et en fait, la vie m'a amené vers d'autres choses, mais j'ai oublié ta question. C'est je me suis emballé, mais je crois que j'ai répondu à peu près ce qu'il fallait. C'était bien. Non, si, c'était bien. L'idée, c'est comment on fait pour trouver une voie dans laquelle on est épanoui. On teste. Ouais, je crois que je reviens à ça. On teste et puis on s'écoute en fait. Mais c'est pour ça que je vais revenir à la thérapie, mais pour le coup, qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on aime pas faire? Qu'est-ce qu'on aime tout court? Qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Est-ce qu'on aime les arts? Est-ce qu'on aime réfléchir à des solutions, à des problématiques? Est-ce qu'on aime construire l'usine du futur? Est-ce qu'on aime conseiller les gens pour qu'ils aillent mieux? Est-ce qu'on aime... qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on aime? Et puis, il faut tester, quoi. Tu vois, moi, c'est pour ça, premier job, je dis, j'ai démissionné au bout de 2 mois. Deuxième, j'ai fait une rupture conventionnelle au bout de 2 mois. Et c'est OK, quoi, en fait. À un moment donné, si on se sent pas bien là où on est, c'est ce qu'il faut pas faire. Donc, ça te fait un entonnoir au bout d'un moment. Et avec un peu de chance, tu trouves rapidement ce que tu veux faire. Avec un peu moins de chance, tu mets du temps avant de trouver. Mais in fine, tu auras testé et tu sauras ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est déjà énorme. Et donc, du coup, pour revenir un petit peu à l'école de commerce. Ouais. Faut creuser dans ma mémoire, mais vas-y. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter réellement dans ta vie pro de faire une telle école? Je pense que, et même ce que j'avais entendu, moi, d'école, en tout cas de l'IESEC, donc je sais pas trop des autres écoles, c'est qu'on est quand même des bons couteaux suisses. C'est-à-dire que moi, j'avais ce côté, j'ai pas l'impression d'être excellent quelque part, mais d'avoir en tout cas des connaissances un peu partout, donc ce qui peut être quand même assez utile. Et avec ce truc, cette capacité de travail rapide et efficace qu'on peut avoir ici et sûrement dans d'autres écoles, pour le coup, qui est assez utile, qui est clairement assez utile. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de personal branding? Bien sûr. Allons-y. Le personal branding, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est vendre sa personnalité
et la mettre avant le business. Toi, donc, tu es pas mal dans ce cas de figure, c'est-à-dire que tu es présent sur LinkedIn, 7000 abonnés, félicitations. On en entend de plus en plus parler, et ça devient quasiment commun comme terme. Et donc, il y en a qui disent carrément que c'est plus important que son propre business. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà ? Alors, tout dépend de ton business, c'est-à-dire que moi, je suis mon propre business. C'est-à-dire ce que je vends, c'est moi. Donc, à un moment donné, évidemment qu'il faut faire du personal branding dans ce cas-là. Après, si tu prends effectivement des entrepreneurs qui sont très présents en ligne et qui ont un produit complètement différent, qui vendent des fringues, de la bouche, je sais pas, bref, des services autres, c'est effectivement intéressant de faire du personal branding. Après, faut parce que ça va te servir, parce que souvent on a quand même besoin, quand on parle d'une entreprise, de se référer à quelqu'un dans l'entreprise malgré tout. Donc souvent c'est quand même le DG ou la PDG, que sais-je. Donc effectivement c'est important de le faire, ça donne de la visibilité. Puis après, aujourd'hui, et c'est ce que vous faites là aussi aujourd'hui, c'est d'essayer d'inspirer aussi d'autres personnes à suivre des parcours qui sont parfois un peu différents, en tout cas des parcours qui sont inspirants. Donc pour moi, le personal branding vient servir le business. Faut juste pas oublier quel est ton business et donc de passer aussi du temps à le faire. Ouais, et justement dans ce cadre-là, comment tu choisis le contenu que tu vas mettre en avant de moi, toi ? c'est très au feeling de ce que je fais en fait. C'est-à-dire quand j'anime des événements, je vais parler de ça. Après, quand il y a un sujet qui me vient en tête, j'organise rien entre guillemets, dans le sens où je prépare pas mes posts. C'est vraiment au jour le jour, en tout cas la veille, à la limite le week-end pour la semaine suivante, je me dis de quoi je pourrais parler, mais je me laisse vraiment porter par ce qui se passe dans mon esprit au moment où j'ai envie de poster, quoi. Et t'as une stratégie ou pas ? Non, à tort ou à raison, parce qu'en fait effectivement moi ma façon de démarcher c'est de communiquer. Donc voilà, ma façon d'avoir des clients, c'est de parler notamment sur LinkedIn entre autres. Bon, c'est aussi mon réseau évidemment, mais c'est de parler sur LinkedIn et voilà. Et donc je devrais parfois, ça pourrait être pas mal de mettre en place une stratégie pour ça. Mais bon. C'est test and learn. On revient à ça. Exactement. Ouais, complètement. Très fort, très fort. Et c'est pas un peu intimidant de commencer à poster du contenu de toi parce que c'est assez personnel en fait ce que tu postes. Ouais, carrément. J'ai essayé de remonter à quand j'ai commencé à poster, mais ça date un peu déjà. Non, ça va. Après, tout dépend de. Effectivement, aujourd'hui, je partage des choses assez perso, parce que je parle de thérapie aussi sur LinkedIn pour le coup. Je partage des trucs assez perso, mais c'est aussi chacun met la limite du personnel et de l'intime, surtout de l'intime là où il a envie de la mettre, quoi. Enfin, moi je partage pas de photos de mes potes sur LinkedIn par exemple, ou de là où j'habite, ou de mes vacances, ou si c'est que je suis en pleine nature, que sais-je. Mais il y en a qui les postent ces photos des vacances. Il y en a qui les postent, comment tu trouves cette limite qui est fine, quoi. Enfin moi je trouve ça un peu too much. Après tout dépend, encore une fois, si tu as réalisé quelque chose en vacances ou que sais-je, voilà. Puis ça m'est déjà arrivé encore une fois. Après moi je pars quasiment qu'en France ou en tout cas en Europe en vacances maintenant. S'il y a un sens avec ce que tu as fait, pourquoi pas en fait. Mais faut voir. Parfois il y a de l'intime qui n'apporte pas grand-chose non plus. Enfin voilà, faire de l'intime pour faire de l'intime, ça sert à rien. Faire de l'intime pour essayer d'inspirer les gens, mais après on a tous un niveau différent aussi de l'inspiration qu'on a envie d'avoir. Donc ouais, tout dépend comment c'est amené. Parfois c'est un peu lourd et parfois c'est bien fait. Ouais. Et donc quand tu dois commencer au début, si on reprend vraiment le commencement. C'est, je pense qu'on est beaucoup à vouloir justement parler, construire une communauté sur les réseaux, etc. Ça inspire de regarder, mais ça inspire de faire aussi. Tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un peu de pression. Tu te dis, si mon post il est vu par personne, ça peut être mal vu, j'en sais rien. Comment t'as fait toi pour passer au travers ? Alors il y a un truc qui est important, mais comme dans tout type de communication, c'est la régularité déjà, premièrement. C'est de se dire, ok, je vais essayer de faire quelque chose de régulier. Une fois par mois, c'est régulier. Il n'y a pas besoin de faire 10 posts dans le mois et le mois suivant en faire qu'un seul. C'est la régularité qui est importante. Après, les premiers posts qu'on peut faire en tant qu'étudiant, on a plein de projets en fait. Donc on a plein de projets sur lesquels on avance, parfois des projets liés à des entreprises, souvent quand même. Donc déjà partager comment ça s'est passé le projet, ou juste ce qui s'est passé dans le projet, comment ça s'est développé. Tiens, j'ai découvert que telle boîte faisait ça, j'en parle. Et qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Et en fait, ça permet d'avoir des éléments sur sa personnalité. Et c'est ça qu'on vient chercher.
quel que soit le métier, moi en l'occurrence ma personnalité c'est ce que je vends, ma façon de faire, enfin ma façon d'être et donc ma façon de faire. Pour des gens qui vont aller bosser en audit, en conseil, que sais-je, c'est aussi pas forcément ce qu'ils pensent. Le but c'est pas d'aller apporter toutes ces opinions, mais comment on voit un peu les choses, ça permet de se dire tiens j'ai envie de bosser avec telle ou telle personne. Donc commencer doucement mais sûrement par des projets qu'on a en cours ou par des boîtes qu'on a découvertes ou par si tu es passionné par le marketing par exemple, en ce moment il y a 2 boîtes qui sont top en marketing, je vous parle d'elles parce que je trouve que ce qu'elle fait c'est génial et vous analysez avec votre vision du truc ce qu'elle fait et très bien, ça fonctionne très bien. À un moment donné il faut y aller aussi quoi. Enfin voilà. Et comme tu dis, si jamais, moi il y a des postes aujourd'hui qui fonctionnent pas et faire les neuf, il y en a qui fonctionnent et très bien aussi. Et c'est pas dur de se sentir un peu légitime à se dire ok j'agis comme un influenceur entre grosses guillemets. Tu veux dire pour moi ou quand on commence? Quand on commence, et puis pour toi, ton ressenti, comment ça s'est passé? En fait, la légitimité, c'est un vaste sujet qui ne dépend pas du regard des autres, quoi. Enfin, tu peux pas être légitime du jour au lendemain. Enfin, tu vois, il y a pas de qu'est-ce qui apporte la légitimité au final. C'est ce qu'on fait soi, l'estime de soi qu'on a aussi. Évidemment, tu as le regard des autres, mais c'est plutôt lié à soi quand même. Moi, je me pose encore aujourd'hui, parfois, effectivement, pas forcément les questions de la légitimité, mais je me dis, est-ce que ça va intéresser des gens si je partage ça? Et parfois, j'ai des posts qui sont pas beaucoup vus, mais j'ai juste un retour qui fait que, il y a pas longtemps, je parlais de thérapie, et un post qui a pas été énormément vu, mais j'ai 2 personnes qui m'ont envoyé des messages pour savoir comment j'avais fait, par qui j'étais passé. Je me dis, en fait, moi, si j'aide une seule personne avec mon post, c'est parfait. Donc, que j'ai 60 000 vues ou que j'ai 1000 vues, en fait, si ça aide 1 ou 2 personnes, c'est très bien. Si on parlait un petit peu donc de ton métier, il y a un truc, on en a parlé avec Manon tout à l'heure, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est le côté à l'aise à l'oral. Toi, tu es à l'aise à l'oral parce que c'est ce que tu vends, et c'est important dans la vie pro qu'on soit animateur ou pas. C'est ce qu'on pense en tout cas. Est-ce que c'est inné ou alors c'est une compétence que tu travailles? Et si tu la travailles, comment ça se travaille? Alors, chez moi, c'était quand même très présent. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune. J'ai toujours aimé prendre la parole. Enfin voilà, j'étais pas le plus timide de l'équipe, quoi. Donc, ça, chez moi, ça a toujours été là. Et c'est pour ça que c'est après quelque chose que j'ai développé, parce que comme c'est quelque chose que je kiffais faire, je l'ai développé et je me suis professionnalisé là-dedans. Après, toute personne peut apprendre la prise de parole et peut s'améliorer à la prise de parole. Je prends parfois cet exemple-là de Michelle Obama, donc la femme de Barack. Quand on la voit au tout début, quand il est élu président en 2008, et quand on la voit aujourd'hui, ça n'a quasiment rien à voir. Donc elle a énormément appris sur comment prendre la parole, comment parler aussi bien en public que face caméra, que derrière un micro, que face à 5 personnes, face à 5000. Enfin, tout ça, ça s'apprend. Donc, et ça vient par... Si on est très timide, moi je conseille le théâtre, vraiment, le théâtre d'impro pour le coup, quitte à choisir entre le théâtre tout court et le théâtre d'impro. Le théâtre d'impro, c'est quand même, tu te mets un peu à poil pour y aller, et donc c'est bien d'y aller avec des gens quand c'est cadré avec un prof et tout. Et après, c'est comme tout, quoi. Plus tu prends la parole, mieux c'est, mais on va dire c'est comme tout, quoi. Enfin, plus tu apprends à cuisiner et plus tu le fais souvent, meilleur t'es à la fin. Donc c'est juste apprendre à se lancer à un moment donné, quoi. Évidemment, tu as des bases que tu peux apprendre sur le pitch, sur la prise de parole, sur la posture, sur l'intonation de la voix, sur le non-verbal, comment tu parles aussi, sur le visage que tu as quand tu es en train de parler. Évidemment, tout ça, c'est bien d'avoir ces bases-là, mais à un moment donné, il faut commencer. Et ça peut commencer par des face-cam que tu fais, des trucs que tu partages sur les réseaux. Et après, petit à petit, tu vas... je sais pas, participer à une conf ou juste poser une question à la fin d'une conf, par exemple. Là, on n'ose pas juste faire ça. Vas-y, la prochaine fois que tu fais une conf et que le sujet t'intéresse, prends ton courage à deux mains et pose une question. Et ça, c'est début de prise de parole, quoi. Et ça vient, ça vient petit à petit. Donc pour toi, quand t'as commencé au début, c'était plein de petits exercices comme ça que tu faisais un peu? Non, je me suis plutôt lancé parce que moi, je me suis lancé surtout avec le podcast, quoi, en fait. Donc, j'ai mis un micro dans une pièce et j'ai parlé avec quelqu'un d'autre et ça s'est fait assez naturellement comme ça. Et puis, effectivement, entre mes premières interviews d'il y a 5 ans et celles d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais c'est normal. C'est comme tout, hein. Et donc, dans ton métier, tu parles de... Tu fais pas mal de podcasts avec plein de sujets différents, que ce soit l'art, l'entrepreneuriat, l'écologie, etc. Il y a des sujets dont on parle pas assez dans les médias en général. T'as combien de temps là?
l'enjeu des médias est un sujet qui me parle beaucoup. L'impact des médias est quand même énorme. Aussi dans la vie des gens, l'impact des fake news est quand même énorme. Moi, si tu me poses la question comme ça, il y a 2 sujets qui me viennent en tête. C'est l'écologie, où on en parle, mais on ne parle pas suffisamment du fond ou de ce qui pourrait se passer de positif par rapport à ça. Parce qu'en fait, pour moi, l'écologie, n'est pas quelque chose qui nous prive. Et le fait de ralentir, moi, je trouve ça beaucoup plus positif que le fait d'être tout le temps à fond, d'avoir la tête dans tous les sens et de pas savoir vraiment où tu vas. Et ça, c'est un avis très personnel. Okay. Donc, je trouve qu'on parle pas assez d'écologie et la façon dont on en parle dans beaucoup de médias, c'est plutôt vraiment, ils nous font chier tout cela, mais en fait, en même temps, à un moment donné, il y a des limites planétaires et on a quand même compris, si on comprend pas aujourd'hui qu'on les a déjà beaucoup dépassées et que si on change pas, on est quand même bien dans la merde, c'est qu'on se renseigne pas ou qu'on n'écoute pas les bonnes choses. Donc l'écologie évidemment, et après tout ce qui est positif en fait. Tout ce qui est lié à l'optimisme, moi je trouve que ça, on n'en parle pas du tout. Il y a plein d'initiatives positives qui se passent partout en France, il y a plein de gens qui se bougent, il y a plein d'associations, il y a plein d'entreprises, il y a plein de trucs hyper chouettes qui se passent et ça je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en parle pas plus. Il y a plusieurs choses dont on a parlé avec des étudiants, plusieurs craintes notamment. Ouais. Déjà, il y a un truc qui revient souvent, c'est la peur d'échouer. Okay. Alors je sais pas pourquoi, peut-être c'est juste dans notre école et c'est pas juste dans notre école, mais c'est juste dans notre cercle. Mais en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui disent « Moi, j'aimerais bien lancer une boîte. Ouais. Mais en même temps, si ça foire, ouais, mais ma crédibilité, elle est foutue, je suis foutu. » Qu'est-ce que tu lui dirais à cet étudiant ? Déjà que c'est un excellent, enfin il y a toujours des bons moments pour entreprendre, mais quand même quand on est étudiant, c'est un excellent moment pour entreprendre. Déjà c'est une première chose. On a beaucoup moins de contraintes à ce moment-là. On est quand même potentiellement bien aidé pour entreprendre à ce moment-là, que ce soit des incubateurs d'école ou des incubateurs extérieurs. Donc c'est quand même un très très bon moment pour entreprendre. J'ai envie de dire, je fais un parallèle à un moment donné. Je prends Stephen Curry pour faire rentrer autant de paniers à 3 points. Il en a pas foiré qu'un seul quoi. Pour réussir autant de paniers à 3 points pendant des matchs hyper importants, pendant des moments clés, le gars, il en a fait plein et il en a raté plein. À un moment donné, une boîte, et pour devenir entrepreneur et pour avoir une boîte qui fonctionne, en fait, la peur de l'échec, c'est surtout, moi je trouve ça dommage de dans ce cas-là pas y aller, parce que c'est aussi le risque de pas réussir dans ce cas-là. Parce qu'en fait, tu as peur d'échouer, et donc tu pars du principe que c'est négatif. Alors que si tu testes, ça va peut-être très bien se passer. Donc je comprends, elle est légitime cette peur d'échouer, hein. Mais encore une fois, et c'est ce que je viens de dire avec les 2 exemples basketteurs ou Xavier Niel que j'ai donnés, ça va être, tu vas apprendre quelque chose, quoi. Tu vas apprendre, et si ça fonctionne pas bien cette fois-ci, t'as appris, ok, comme ça fonctionne pas, très bien. Et comment je fais pour que ça fonctionne la prochaine fois? Là, je reprends vraiment les exemples des étudiants avec qui on a discuté, etc. Il y a aussi la peur d'aller dans des carrières moins classiques. Ouais. Voilà, t'es en école de commerce. On te propose un master finance qui est très bien payé et où tu es sûr d'avoir des débouchés. Ouais, j'ai remarqué. Il y a une petite lumière qui s'amuse, qui repart, qui revient. Ça très bien. C'est vrai que c'est tentant et c'est un peu l'un ou l'autre, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à cet étudiant qui, justement, hésite à passer dans une carrière un peu comme tu l'as fait, de découvrir plein de choses? Que c'est très bien d'avoir de l'argent, mais si tu te fais chier dans ta vie, il va pas te servir à grand chose, quoi. Mais en fait, j'ai vu tellement de potes et puis moi au début, de faire des trucs qui conviennent pas plus que ça. En fait, si tu te fais chier dans ta vie, c'est quand même un peu dommage. Donc je comprends l'idée d'aller faire des carrières où tu gagnes bien, mais moi j'avais des potes qui bossaient en finance à Londres, mais ils voyaient pas le jour, quoi. Alors ils avaient de la thune, super, mais ils voyaient pas le jour. Et puis le week-end, ils étaient éclatés parce qu'ils faisaient des journées de malades à bosser en finance. Quand j'ai commencé à entreprendre, il faut travailler, les choses ne viennent pas seules, ça c'est sûr. Mais aller faire des carrières parce que la société valide ces carrières-là, non, écoutez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce qui se passe dans les tripes, c'est ça qu'il faut écouter, quoi. Il y a aussi le fait que c'est instable. Tu as beaucoup d'incertitudes, tu as beaucoup d'instabilité. Et ça peut être aussi une autre crainte qui est difficile à gérer. Cette incertitude-là, en fait, je la comprends carrément et c'est là aussi très légitime. Moi, j'aborde parfois la notion d'équilibre et de déséquilibre, en fait. Parce que j'avais fait un podcast avec Sandra Philodo, qui est elle-même un autre podcast qui s'appelle Les Équilibristes. Et en fait, cette incertitude-là, donc c'est comme si je mets à l'inverse de l'incertitude, c'est la certitude, donc savoir que tout va se passer comme prévu, comme imaginé.
Perso, je trouve ça chiant, même si je comprends que j'ai un cerveau qui ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui ont un cerveau qui fonctionne comme ça. Donc moi, ce que j'ai appris à faire, c'est à jouer avec le déséquilibre pour trouver l'équilibre. Et en fait, tu as toujours, dans l'équilibre, tu as aussi ta façon dont ta vie évolue. Donc à un moment donné, ça va se déséquilibrer un petit peu parce que tu as envie de faire quelque chose que tu peux peut-être pas faire maintenant, ou que tu as des choses à mettre en place que tu peux peut-être pas faire, etc. Et donc tu vas rééquilibrer à un moment donné. Donc cette incertitude-là, tout ça pour dire qu'il faut jouer avec ça. Voilà, c'est pas facile à faire, mais et je vais recommander dans ce cas le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Anti-Chaos de Mathieu Dardaillon. Mathieu Dardaillon, c'est celui qui a créé Ticket for Change il y a 10-11 ans maintenant. Et lui, il parle donc anti-chaos parce qu'il dit qu'aujourd'hui, on est dans un monde de chaos où tu prends c'est des dessins qu'il a, c'est un feutre, un stylo, que sais-je, qui fait plein de gribouillis partout et c'est le bordel, quoi, avec un trait qui est beaucoup plus net. En fait, quand tu es dans le chaos, il se passe plein de trucs en même temps et donc tu vois rien du tout. Et à un moment donné, il faut éclaircir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu maîtrises pas? Et dans ce que tu maîtrises, apporter de la clarté et avoir une vision de ce que tu as envie de faire. Ok, et enfin, du coup, dernier petit point. Il y a eu beaucoup de revirements de carrière dans ta vie. Est-ce que c'est dur déjà d'accepter que en fait c'est pas fait pour toi ou finalement ça te plaît pas tant que ça, et comment tu fais pour rebondir après ça? C'était pas dur parce qu'au contraire ça veut dire que je me connaissais de mieux en mieux. Donc en fait quand j'ai arrêté la pâtisserie, c'est parce que je me suis rendu compte que ce milieu-là me convenait pas. J'ai eu l'opportunité de créer une boîte par drone avec mon meilleur pote à l'époque. J'aimais filmer des images, voir la vie et notre terre ou des quartiers en tout cas vus du ciel. J'ai trop kiffé, et puis à un moment donné, je commençais à être trop seul, à être trop dépendant de la météo, à être trop dépendant de la technologie. J'ai lancé mon side project qui était le podcast, et je me suis dit, ça me fait kiffer, go. Après les podcasts, on m'a demandé d'en animer, après des tables rondes, etc. Après, on m'a suggéré de postuler à la radio il y a 1 an, j'y suis allé. Tu vois, pour moi, c'est une continuité d'un chemin qui se construit petit à petit, en fait, et effectivement, j'ai une vision de à peu près vers où je vais. Autant tester, se dire, ok, ça me convient pas. Par contre, si on sent que ça convient pas, on change plutôt que d'attendre de rentrer dans une routine qui va nous endormir et qui fait qu'on va jamais changer, quoi. Parce que ça, c'est le risque aussi. Il y a pas mal de personnes qui font ça, et même si encore une fois, le changement, c'est pas facile, mais il faut le faire pour aussi se sentir en vie, quoi. Donc non, c'est revirement de situation. Pour moi, je me dis, je me suis connu de mieux en mieux et j'ai peaufiné, j'ai affiné le chemin que je voulais prendre, quoi. Mais le fait de devoir rebondir, ça fait que pendant un moment, peut-être que tu vas pas avoir forcément de travail, peut-être que tu vas recommencer à zéro, en fait. C'est un peu ça aussi, c'est recommencer. Ouais, carrément. Recommencer à zéro. Je l'ai fait effectivement quand j'ai commencé les podcasts, et après, en gros, j'arrêtais de faire des missions par drone et j'ai le podcast qui a pris doucement mais sûrement le dessus. Et donc financièrement, pendant un moment, c'était un peu compliqué, mais ça s'est fait au bout d'un certain temps. Et après, moi, j'ai une pote là à Bordeaux qui a lancé sa boîte, ça n'a pas fonctionné. Elle a repris un taf alimentaire, puis elle lance un nouveau projet. Ça aussi, ça peut en faire partie, quoi. Et c'est OK. Il n'y a pas de honte à se dire, OK, je vais prendre un taf alimentaire pour gagner de l'argent et développer mon projet à côté. Ça se fait aussi, et c'est quelqu'un qui a fait de l'IESEG, donc ça fait partie de la vie aussi. Et à un moment donné, si tu trouves ce que tu as envie de faire, faut savoir que parfois il y a des sacrifices à faire, et donc prendre un job alimentaire, ça peut faire partie des sacrifices, et c'est OK. Merci beaucoup Théo. De rien. C'était super. Avec plaisir.